Les hurlements résonnent à travers la savane. Les meutes rôdent dans les profondeurs de la vallée. Et une morsure mortelle capable de broyer les os apparaît sur la scène. Les rongeurs se cachent dans leurs terriers. Les oiseaux fuient vers la sécurité du ciel. Et les ongulés s'enfuient en désordre de ce qui sera inévitablement une scène de mort. Le soleil se couche, laissant des milliers de proies à leur sort. Et avec la tombée de la nuit, l'obscurité cache les actes les plus brutaux de sauvagerie et de férocité. Aucune espèce, quels que soient ses efforts, ne peut échapper aux canidés sauvages et à leur talent de chasseurs inégalés. Des minuscules souris des bois aux caribous colossaux. Lorsque ces carnivores voraces sont à l'affût, n'importe qui peut devenir une proie. Les chiens sauvages, chasseurs habiles, poursuivent leur proie jusqu'à l'épuisement extrême. Le renard arctique, expert de la chasse par température négative, se camoufle dans la neige blanche, ne révélant aucune trace de sa présence. Et le loup à crinière, un chien dégingandé, se cache dans les hautes herbes, attendant patiemment son attaque. Le renard roux, un carnivore agile, saute dans les airs pour capturer sa proie. Les chacals, charognards ingénieux, se disputent les carcasses avec les vautours. Et le coyote, un chasseur furtif, se cache dans l'ombre, où sa présence, prémonition claire de la mort, ne peut être repérée. Peu importe la vitesse à laquelle leur proie court ou où ils se cachent, le résultat sera toujours le même. Une chasse acharnée entre leurs crocs acérés. Bien que brute, c'est la nature à son meilleur. Et en même temps, juste une petite démonstration de ce dont ces redoutables canidés sont capables lorsque leur survie est en jeu. Au cœur des forêts boréales blanches de l'Alaska sauvage, une grande meute de loups gris règne fermement sur tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Même le rude hiver de l'Alaska n'est pas une raison pour que ces féroces carnivores, experts de la chasse sur glace, accordent une pause à leur habitat déjà rude. Avec une grande meute pouvant compter jusqu'à 20 individus, l'alpha, canidé froid et calculateur, ainsi que stratège prodigieux, sait qu'échouer à une chasse hivernale peut signifier devenir la proie de la faim, en plus de remettre en question sa position de dominance au sein de la meute. Pourtant, malgré tant de bouches à nourrir et l'hiver qui s'abat sur tous les recoins du territoire de l'Alaska, ces chiens démontrent pourquoi ils sont les prédateurs suprêmes de ce monde gelé. Même au milieu des températures les plus rudes, avec une pénurie de proies sans précédent, la meute se lance dans une chasse qui promet d'être tout sauf paisible. Regardant droit devant lui, le museau levé, une brise glaciale agitant sa fourrure. L'alpha décide de la direction que prendra la meute. Une petite empreinte de pas, une mèche de cheveux ou au moins la subtile trace olfactive d'une proie suffisent amplement à déclencher un mouvement dans une direction. Repérant ce qui semble être une empreinte de sabot fraîche, l'alpha prend la décision et, avec un hurlement profond qui résonne à des kilomètres, il rallie une meute affamée pour affirmer une fois de plus sa position dans la chaîne alimentaire. En quelques minutes, des dizaines de loups répondent à l'appel, poursuivant une piste qui, espère-t-il, les mènera à une proie voluptueuse. Grâce à leur fourrure très épaisse, même au milieu d'un habitat glacial avec des températures de 60 degrés sous zéro, ces survivants habiles ne sont pas perturbés par le climat rigoureux.
Grâce à leur odorat très sensible, la meute, menée par l'alpha, suit sa proie de plus en plus près. Déjà à quelques mètres de la fin du sentier, les chasseurs affamés voient au loin ce qu'ils cherchaient. À l'horizon blanc, un caribou gigantesque pesant près de 200 kg émerge comme peut-être le dernier espoir de survie, avec une proie qui pourrait durer même plusieurs jours. Cependant, l'ongulé ne se laisse pas maîtriser sans résistance, et c'est à ce moment-là que les canidés doivent libérer leur côté sauvage. Bien qu'ils puissent atteindre des vitesses de près de 80 km/h et qu'ils aient désespérément envie de se rapprocher de leur proie, les chiens se déplacent lentement dans la neige, se cachant parmi la végétation dense. Comme le moindre faux mouvement peut faire fuir l'ongulé, chaque pas est soigneusement calculé. Étant donné que lors de ces chasses furtives, l'émission de leurs puissants hurlements et grognements pourrait révéler leur position, en tant que chasseurs expérimentés, ils choisissent de communiquer par le biais de postures corporelles. Un simple signe de tête subtil peut être un ordre direct de l'alpha pour fermer toute possibilité de fuite au caribou qui, innocemment, ignore qu'il est dans ses dernières heures de vie. Après un long siège, et avec chaque chien en position, l'alpha commence l'attaque, et en quelques secondes apparaît du milieu de nulle part, commençant une poursuite rapide qui est bientôt rejointe par les autres membres de la meute. Même s'il peut sembler que le chaos règne dans cette course à la vie ou à la mort, la vérité est que même le plus petit mouvement a déjà été calculé par l'alpha, qui, avec l'aide du reste du troupeau, dirige le caribou vers une impasse représentée par une rivière gelée glissante ou une dépression avec une couche de neige traîtresse et très profonde où l'ongulé pourrait être enterré vivant en quelques secondes. Ses intentions cruelles étant désormais révélées, l'alpha mène l'attaque avec de puissants hurlements, grognements et aboiements. Après plusieurs minutes passées à tenter de s'échapper pour sauver sa vie au milieu d'un habitat hostile, le caribou, épuisé et n'ayant rien d'autre à faire, s'abandonne à ce qui sera une mort atroce infligée par des dizaines de morsures de ces chiens féroces. L'alpha est celui qui frappe en premier, se jetant directement sur le cou de la proie. Bien qu'attaquer une bête à cornes d'une telle ampleur puisse représenter un risque important, désespérée après des semaines sans nourriture, elle perd tout sens de la prudence et prend ses premières bouchées. Ce chien sauvage féroce est suivi par le reste de la meute, qui fera sa part pour mettre fin à la vie de l'énorme ongulé et commencera rapidement à profiter d'une proie aussi imposante. Pour assurer le succès d'une chasse, les loups émettent souvent un hurlement fort qui signale aux membres de la meute de se rapprocher pour manger, tout en essayant de décourager les autres meutes d'essayer de voler la proie. Même s'ils ont faim et sont fatigués après une longue poursuite, dans le monde des loups, les règles sont les règles et le couple alpha est celui qui doit se nourrir en premier. En plus d'être l'un des privilèges d'être chef de meute, c'est aussi une mesure de survie, car en période de pénurie, ces deux canidés seront les seuls chargés d'agrandir la meute. Le couple reproducteur sera suivi dans la hiérarchie par les bêtas, ainsi que par d'autres individus de haut rang qui dévoreront toute la viande qu'ils pourront avant de laisser la carcasse entre les mains des membres les moins privilégiés des couches inférieures. Bien que la meute se soit calmée après avoir capturé une grosse proie et que peu de gens osent remettre en question les décisions de l'alpha, cette position privilégiée est très convoitée par les subordonnés qui tenteront parfois de prendre le contrôle par la force. Ici, le mâle le plus robuste et le plus fort démontre à travers des postures corporelles et des vocalisations intimidantes pourquoi il a mérité sa position très convoitée dans la hiérarchie.
Parfois, ces démonstrations de force et de vitalité ne suffisent pas, et le mâle dominant doit même blesser gravement d'autres chiens pour mater les soulèvements et maintenir son autorité. Après avoir apaisé les troubles au sein de la meute, et alors que les longs mois d'hiver sont encore à venir, l'alpha se tourne bientôt vers la prochaine proie, engageant sa meute dans une autre de ses démonstrations de sauvagerie, ainsi que dans une ingéniosité de chasse sans précédent. Alors que la meute est en quête d'une nouvelle proie, juste au lieu de repos éternel du caribou, un autre canidé, mais beaucoup plus petit, apparaît attiré par ce qui est pour lui l'odeur exquise de la charogne. Cependant, lorsque le renard arctique arrive sur les lieux, il ne trouve rien d'autre que les restes de ce qui était autrefois un festin pour la meute de loups. Il doit donc trouver sa propre nourriture. Ce chien féroce n'aura aucun problème avec cela car, bien que son créateur n'ait pas été très généreux avec sa petite taille de pas plus de 70 cm, il a été généreux en lui dotant de compétences de chasse très étonnantes. Au milieu d'un écosystème au silence assourdissant, ce chien habile s'appuie sur son ouïe très développée pour détecter le moindre son à des centaines de mètres de distance. Avec un régime hivernal principalement basé sur de petits rongeurs comme les lemmings, ce carnivore doit user de toute son ingéniosité pour les retrouver sous une épaisse couche de neige. Lors de ces journées glaciales où la faim frappe de plein fouet l'écosystème de l'Alaska, le renard arctique se tient seul, alerte, au milieu du paysage blanc, attendant qu'un minuscule rongeur fasse la moindre erreur. Parfois, un simple couinement discret peut être exactement ce dont vous avez besoin pour trouver toute une colonie de souris juteuses et obtenir ce qui, en ces jours de vaches maigres, est un véritable festin. L'une des techniques de chasse les plus particulières de ce canidé majestueux est le saut dans la neige. Dans celui-ci, immédiatement après avoir entendu le moindre bruit de rongeur sous la couche blanche glacée, le renard fait un saut vertical pour prendre de l'élan et plonge la tête la première dans la neige blanche, le museau ouvert, essayant d'attraper la petite proie ou de trouver son terrier. Même si cela peut sembler une chasse presque à l'aveugle, grâce à sa très bonne ouïe, il est capable de localiser les lemmings et les campagnols avec une grande précision, parvenant ainsi à calmer les bruits dans son estomac. Bien sûr, le secret réside dans la persévérance, car un renard peut répéter ses plongées d'innombrables fois par jour. Bien que ces stratégies de chasse impressionnantes donnent l'impression que le renard habile est un carnivore strict, qui a incontestablement besoin de chasser pour survivre, la vérité est que ce féroce survivant est en fait omnivore, dévorant tout ce qu'il faut pour rester en vie. Après avoir réussi à sortir de la neige avec un rongeur chaud entre les dents, il est préférable que le chien le dévore rapidement, car il existe dans les environs des centaines d'espèces sauvages désireuses de lui voler leur petite proie. L'un de ces tyrans qui, sans le moindre sens de la décence, voudra arracher le petit rongeur de la gueule du renard est le majestueux aigle royal. Comme si cela ne suffisait pas, à de nombreuses reprises, il ne se contente même pas de dépouiller le chien de sa proie, mais envisage également de le dévorer. Étant donné la supériorité de l'oiseau de proie, tant dans les airs que physiquement, c'est un combat qu'il préfère généralement éviter. Pour ce faire, lorsqu'il est pris dans le viseur d'un aigle royal, une bonne option pour ce chien sauvage est de simplement rester immobile, en attendant que sa fourrure camouflée fasse le travail de le sauver d'une mort certaine. Cependant, bien que très utile contre les proies paniquées, face à un aigle royal expérimenté, cela ne fonctionne généralement pas, et le meilleur pari du renard arctique est de s'échapper rapidement. Dans ses courses à la vie ou à la mort, le petit renard peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 40 km/h, ce qui, même si cela peut paraître rapide, est loin derrière son poursuivant, qui finit inévitablement par le rattraper. Ici, sans autre alternative, le brave renard fait face à un adversaire beaucoup plus redoutable,
capable de le tuer presque instantanément. S'il est vrai qu'à de nombreuses occasions l'oiseau de proie affirme sa suprématie en maîtrisant le chien, il arrive parfois, dans une démonstration d'agressivité et de désir de survie, que le renard arctique parvienne à s'opposer à l'aigle qui, après avoir perdu plusieurs plumes, préfère battre en retraite. Après avoir survécu à ce qui était censé être une fin imminente, le renard arctique résilient découvre une autre bonne nouvelle. Et après de longs mois à vivre les plus rudes hostilités hivernales, le printemps s'ouvre devant leurs yeux. L'arrivée d'une saison beaucoup plus accueillante apporte d'innombrables possibilités d'alimentation pour ce chien sauvage. Tous ces oiseaux terrestres attirés par l'abondance printanière récente sont des proies que ce chasseur affamé ne laissera pas s'échapper. Bien sûr, comme sa fourrure d'hiver blanchâtre ne lui permet pas de traquer sa proie avec sa morsure mortelle, le renard arctique, avec la transformation de son écosystème pâle en un lieu plein de vie, subit une mue commode, donnant à sa fourrure un ton brun grisâtre plus prononcé. Grâce à ce camouflage beaucoup plus efficace, aucun rongeur, insecte ou oiseau terrestre ne peut échapper à l'appétit insatiable du chien, qui, se souvenant encore de la rareté de l'hiver, chassera jusqu'à être rassasié. Dans la surabondance de proies de ce renard arctique, la charogne représente une part considérable de son régime alimentaire. Toutes ces victimes des basses températures qui étaient enfouies sous l'épaisse couche de neige ont maintenant dégelé, révélant des centaines de carcasses qui constituent une source de viande très appétissante. Cependant, étant donné sa petite taille, le renard arctique doit être prudent lorsqu'il s'approche de ces aires d'alimentation où les charognes sont abondantes, car d'autres canidés comme le coyote territorial ne seront pas très heureux de partager. Presque 2 fois plus gros que le petit renard, le coyote sauvage n'hésitera pas à soumettre son petit parent pour lui faire concurrence pour la charogne, ou même à le traquer pour éliminer la concurrence directe pour les proies, tout en se préparant un repas considérable. Avec un magnifique pelage aux nuances de gris, de rouge, de blanc et de noir, le coyote est l'un des canidés les plus frappants de l'écosystème dynamique de l'Alaska. Plus grand que le renard arctique compact, mais plus petit que le loup gris, ce chasseur habile, grâce à son ingéniosité et sa férocité, s'est taillé une niche dans cet habitat hostile, où les proies sont insaisissables et les carnivores quelque peu capricieux. La bonne nouvelle pour ce chien est que les jours de fin de l'hiver sont derrière eux, et maintenant la pleine générosité du printemps est à l'horizon, envahissant lentement chaque recoin de la vaste Alaska. Avec les cerfs qui reviennent de leur migration vers le sud, les petits rongeurs en pleine saison de reproduction et les lapins et lièvres qui sortent de leur terrier pour profiter de la végétation printanière, la nourriture n'est pas l'une des principales préoccupations des coyotes, surtout compte tenu de leurs compétences incontestables en matière de chasse. Bien qu'il puisse paraître à première vue un chien agressif prêt à déchaîner toute sa fureur de manière anarchique contre toute proie qu'il rencontre, la vérité est que ce qui fait du coyote un prédateur adroit de l'Alaska, plus que sa férocité, c'est son intelligence. Ce chasseur rusé, loin de poursuivre ses cibles de chasse sans but, planifie jusqu'au moindre détail avant d'exécuter l'une de ses embuscades imprenables. Au milieu d'un écosystème aussi changeant que l'Alaska, ce canidé connaît parfaitement les mouvements saisonniers de ses proies. Il sait donc très bien, par exemple, où attendre l'arrivée des troupeaux de cerfs ou, comme dans ce cas, les zones de la prairie où un lièvre sans défense, complètement inconscient de sa présence, se trouve sereinement à la recherche de ce qui sera son dernier repas. Comme les meutes de loups gris, pour localiser leur proie, ce chien sauvage s'appuie sur son odorat enviable, avec lequel il peut percevoir même l'odeur la plus subtile à des kilomètres de distance. Fort de sa connaissance du terrain et encouragé par cette odeur caractéristique d'un lièvre arctique frais, le coyote se lance dans une chasse qui s'annonce prometteuse. Alors que l'herbivore insouciant dévore quelques tiges, le prédateur gourmand profite de sa distraction pour se faufiler sur sa proie.
Bien qu'il puisse atteindre des vitesses allant jusqu'à près de 70 km/h, le lièvre arctique n'est pas non plus en reste. La clé pour chasser cette proie pesant environ 6 kg est donc de l'approcher avec suffisamment de prudence. Mettant en vedette un lièvre arctique doté d'une vue très développée et d'une ouïe finement entraînée, il s'agit d'une bataille furtive entre deux véritables prodiges de la survie. Cependant, après avoir survécu à tout l'hiver en endurant une faim insatiable, le coyote ne laissera pas le lièvre s'échapper, le gardant presque à portée de morsure. Patiemment et sans hésitation, le chien s'approche lentement de sa proie, qui reste inconsciente du sort mortel auquel elle est sur le point de faire face. Après avoir attendu plusieurs minutes le moment opportun, le coyote décide qu'il est temps de lancer son attaque, et en quelques secondes, il se lance dans une course furieuse contre le lièvre sans défense, qui a à peine le temps de réagir. Mais il est trop tard, car sa distraction lui a coûté la vie. D'une morsure directe au cou, le chien féroce dévore le mammifère qui se transforme immédiatement en environ 6 kg de viande juteuse. Bien que le créateur ait été gentil avec le coyote affamé à cette occasion, il ne voit pas toujours un côté aussi généreux de la faune animée de l'Alaska. Il doit donc parfois se contenter de proies plus petites ou, comme un bon omnivore, recourir à la consommation de fruits comme les myrtilles et les mûres. Bien sûr, avant d'abandonner son régime carnivore, il s'assurera d'avoir épuisé toutes ses ressources. L'un des tours désespérés que ce chien ingénieux peut réaliser est de traquer les prédateurs au sommet de cet écosystème pour récupérer leurs restes ou même, si l'occasion se présente, voler leur proie. Dans une démonstration de ruse, l'intrépide coyote surveille de près les mouvements des meutes à proximité, espérant que ces carnivores plus robustes auront plus de chance à la chasse. Lorsque le troupeau est rassasié et qu'il reste des restes, ce solitaire profite des efforts des autres et prend une bonne portion de viande à un coût assez abordable. Le problème survient lorsque la meute n'a même pas l'intention de laisser derrière elle les restes de sa proie et que le coyote, dans une démonstration d'irrévérence, s'approche des chiens beaucoup plus agressifs. Étant donné leur supériorité numérique, ainsi que leur force physique lors de ces altercations, le coyote peut être gravement blessé et même finir par devenir l'une des victimes de la meute. Cependant, loin de ces démonstrations d'hostilité entre espèces canines, lorsque la saison de reproduction arrive, dans un virage à 180 degrés dans la relation entre loup et coyote, certains individus s'accouplent même, donnant naissance à des canidés hybrides. Tout comme ce chien intelligent sait profiter des chasses des meutes de loups, il lui arrive parfois, dans ce qui lui semble un don de la nature, de tomber sur des dizaines, voire des centaines de rongeurs morts à perte de vue. Pendant que le coyote se nourrit de ses proies, l'architecte de cet acte de sauvagerie sans précédent se trouve au plus profond de la forêt. Bien que petit, le renard roux vorace est peut-être l'un des prédateurs les plus sanglants de tout l'écosystème de l'Alaska. Alors que les meutes de loups sauvages planifient chaque chasse en détail et se nourrissent même des os de leurs proies, et que le coyote habile risque sa vie pour obtenir un morceau de charogne, ce minuscule renard de pas plus de 13 kilos, dans l'une des plus grandes démonstrations de férocité, ose commettre des actes de massacre excédentaires, dans lesquels il extermine des populations entières de rongeurs, de petits mammifères et même d'oiseaux qu'il ne pourrait pas consommer. Bien qu'elle soit parfois l'auteur de ces actes cruels, la faune sauvage de l'Alaska sauvage prend de nombreuses formes, et tout comme elle peut tuer pour le plaisir de tuer, laissant des centaines de proies remplir l'horizon, lorsque la pénurie s'empare de son habitat, le renard roux doit s'adapter à sa nouvelle réalité, une réalité dans laquelle chaque proie doit être exploitée au maximum. Doté d'une morsure petite mais puissante, d'un ensemble de griffes acérées et d'un corps à l'agilité troublante, ce canidé roux part à la recherche de toutes les colonies de rongeurs qui peuplent ces terres. Étant donné que sa taille ne lui permettrait jamais de chasser des géants comme le caribou ou l'orignal,
ce canidé furtif doit se contenter d'instiller la terreur de sa morsure chez les souris, les campagnols, les lapins, les lièvres et les écureuils. En tant que chasseur expérimenté, le renard roux emploie d'innombrables stratégies pour satisfaire, au moins momentanément, son appétit insatiable. Alors que les milliers de rongeurs qui vivent sous le sol fertile de l'Alaska croient être immunisés contre les hostilités du renard, ce petit canidé attend patiemment le début de son attaque. Doté d'une ouïe fine et d'un odorat hors pair, le renard se promène dans ces prairies où, comme il le sait, vivent d'innombrables colonies de rongeurs. Ici, attentif au moindre bruit, le chien attend qu'un seul de ces milliers de rongeurs souterrains commette une erreur, soumettant ainsi toute la colonie. Après plusieurs heures d'attente du moindre indice quant à la localisation de leur proie, l'un des nombreux rongeurs condamne toute la colonie en émettant un petit cri perçant. Rapidement, sans perdre de temps, à l'aide de ses pattes avant acérées, le renard roux creuse là où il sait avec certitude que quelques petits rongeurs s'abritent. Les petits mammifères n'auraient jamais vu cette attaque surprise arriver. Elle les prend donc complètement par surprise. Immédiatement, avec ces mêmes griffes fonctionnelles qu'il a réussi à creuser, il attrape une proie terrifiée, qui connaît bien le sort qui l'attend. Quelques-uns tentent de s'échapper par les autres sorties du terrier, mais le renard rusé les détecte instantanément et se lance dans des poursuites très brèves et rapides. Capable de courir à des vitesses de plus de 70 km/h, aucun rongeur ne peut le battre dans une course pour sa vie. Bien que la grande majorité de son régime alimentaire soit constitué de minuscules rongeurs, étant un survivant habile, il n'est pas du tout difficile lorsqu'il s'agit de rechercher d'autres sources de nourriture. Il fouille les nids d'oiseaux à la recherche d'œufs, examine attentivement le sol à la recherche d'insectes ou de vers, et peut même, si la situation le justifie, goûter des fruits et des baies frais afin d'éviter de périr de faim. Bien que très polyvalent dans son régime alimentaire, le renard roux préférera toujours satisfaire son appétit avec des proies juteuses. Il fera donc tout son possible pour éviter de devoir devenir, au moins momentanément, un herbivore. Outre ses attaques sur les terriers de rongeurs et leurs embuscades le long des voies d'alimentation d'autres mammifères, l'une des techniques de chasse les plus frappantes de ce canidé est une astuce ingénieuse dans laquelle il fait semblant d'être mort. Gisant sur le sol sans montrer le moindre signe de vie, le petit renard semble être devenu l'une des victimes de la faune hostile de l'Alaska. Cependant, tout cet acte fait partie d'une stratégie visant à attirer un charognard innocent désireux de capturer le petit renard comme proie. Les cibles de ce plan élaboré sont principalement les vautours, les faucons, les corbeaux, les belettes et même d'autres renards. L'idée est que dès que le charognard s'approche de ce qui semble être une proie mourante, le renard roux saute sur sa cible dans une embuscade très élaborée. Bien que cette tactique puisse être assez impressionnante, elle représente également une mesure extrêmement désespérée. Car ce n'est pas toujours une idée judicieuse de s'exposer aux éléments et de défier de front un charognard affamé. De plus, tout comme de petits corbeaux ou des belettes peuvent être attirés dans cette embuscade, rien ne garantit au renard que sa ruse ne finira pas par attirer des lynx voraces, des ours bruns ou des coyotes, avec lesquels, cette fois, il pourrait bien devenir une proie inestimable. Depuis l'Alaska sauvage, encore en train de se remettre des ravages de l'hiver, nous nous dirigeons vers l'autre bout du monde, à des centaines de kilomètres dans la savane, où une meute de canidés féroces partent à la chasse. Vivant en grande meute pouvant compter jusqu'à 30 individus, les chiens sauvages ont réussi à se faire un nom au milieu de l'un des écosystèmes les plus hostiles de la planète, l'inhospitalière savane africaine. Contrairement à leurs parents éloignés vivant à l'autre bout du monde, les chiens sauvages africains sont des carnivores stricts. C'est pourquoi, même face à la famine la plus grave, ils ne regarderont pas les arbres à baies ou à graines. Même si toute la meute a faim, dans une démonstration impressionnante de démocratie, ces canidés sociaux procèdent généralement à une sorte de vote avant de partir à la chasse, au cours duquel, par un signal très similaire à un éternuement, chaque carnivore donne son approbation. Bien sûr, la meute étant dirigée par un couple dominant,
la démocratie est parfois mise de côté, et si les alphas et autres subordonnés donnent leur approbation, même s'ils ne sont pas majoritaires, la meute entière est obligée de marcher à la recherche d'une proie. Avec une carrure athlétique et une morsure puissante avec des dents acérées, les nombreuses meutes de chiens sauvages africains peuvent être le cauchemar de pratiquement tout herbivore qui erre dans la plaine chaude. En adoptant des stratégies de chasse collective surprenantes, ces chiens sont capables de tuer même de grosses proies comme les impalas, les koudous, les zèbres, les gnous et même le buffle d'Afrique, redouté par beaucoup. Étonnamment, les chiens sauvages ont un taux de réussite de chasse très élevé, jusqu'à 90%, ce qui en fait de loin les carnivores les plus efficaces de la savane, surpassant même les lions, les hyènes et les léopards. Étant donné leurs conditions physiques plus modestes que celles des grands félins et de leurs cousins canins, les loups, les lycaons passent d'embuscades rapides en se jetant au cou de leur proie à des poursuites marathons à travers la plaine sans fin. Alors que la chaleur étouffante envahit cet écosystème étouffant, le piège parfait est constitué par ces quelques zones humides qui, refusant de périr, sont une oasis de vie pour des milliers d'ongulés. Alors qu'un grand troupeau d'impalas s'approche pour boire, les canidés commencent à scruter le groupe, à la recherche des individus les plus faibles. Bien qu'ils soient des chasseurs prodigieux, il n'y a aucune raison de cibler des adultes redoutables lorsqu'un individu jeune ou malade peut être une proie tout aussi désirable. Après avoir choisi leur malheureuse proie, avec leur stratégie orchestrée, les chiens lancent une attaque, révélant leur position et semant instantanément le chaos dans tout le troupeau. Des dizaines d'ongulés courent partout, terrifiés, dans une foule où règne l'anarchie, et où l'on ne sait plus qui est prédateur et qui est proie. Cependant, au milieu du chaos, les chiens sauvages ne désespèrent pas, car tout cela fait partie du plan. Avec le chaos qui en résulte, les chiens parviennent à isoler la cible du groupe, qui ne peut rien faire d'autre que tenter de fuir à toute vitesse. Bien sûr, avec l'impala courant pour sauver sa vie à une vitesse pouvant atteindre 90 km/h, s'engager dans une poursuite à grande vitesse est complètement illogique, car il ne serait jamais capable de rattraper sa proie. Au lieu de cela, en tant que stratèges habiles, les chiens sauvages préfèrent traquer l'herbivore sur de longues distances dans une course de relais. Après plusieurs kilomètres à essayer d'éviter de faire partie du régime alimentaire de ces canidés féroces, leurs jambes commencent à faiblir et l'épuisement devient de plus en plus évident. Lorsque la proie, en raison de la fatigue, commence à ralentir, les chiens sauvages voient le moment idéal pour lancer leur véritable attaque en mordant avec leurs mâchoires mortelles directement les pattes de l'ongulé. Après plusieurs morsures et un harcèlement constant, la proie s'effondre inévitablement, ce que la meute habile ne pardonnera pas, avec des dizaines de chiens se précipitant vers elle pour la mettre en pièces et profiter d'un festin très copieux. Comme il se trouve dans un habitat où les lions et les hyènes ont déjà appris le succès de leur chasse, il est préférable pour les canidés de dévorer leur proie le plus rapidement possible s'ils ne veulent pas être victimes des nombreux vols. Malgré l'urgence de se nourrir dans la société hiérarchique complexe des chiens sauvages, les premiers à avoir le droit de dévorer la proie ne sont pas les adultes dominants, mais les petits. C'est pour cette raison que la meute attend que les petits qui sont assez grands pour quitter la tanière prennent leur tour. Après s'être assurés que leur progéniture est bien nourrie, les adultes se joignent au festin, dévorant jusqu'aux os ce qui, jusqu'à il y a quelques minutes, était un impala majestueux. En plus de prendre soin de l'alimentation de leurs petits, ces canidés extrêmement sociaux, dans une démonstration d'altruisme, régurgitent souvent leur nourriture pour la partager avec leurs congénères qui n'ont pas eu autant de chance lors du partage de la proie. Bien que leur point fort soit la chasse en groupe avec des dizaines de chiens poursuivant leurs proies à l'horizon, ces carnivores ingénieux peuvent parfois aussi s'aventurer dans une chasse en solo. Bien entendu, les objectifs ici seront beaucoup moins ambitieux,
limité aux petits mammifères comme les lapins ou les lièvres, aux rongeurs et aux oiseaux terrestres. Dans ses aventures solitaires, le chien sauvage se réfugie souvent dans la furtivité pour se rapprocher au plus près de sa proie. Et, une fois à quelques mètres de distance, il lance son attaque mortelle, obtenant presque immédiatement une portion très généreuse de nourriture qu'il ne doit partager avec personne. Tandis qu'un chien sauvage africain égoïste dévore sa proie en toute solitude, à quelques milliers de kilomètres au nord, mais toujours au sein du continent africain riche en biodiversité, parmi les épaisses prairies, un couple de chacals dorés cherche à satisfaire ce désir impératif de viande fraîche. Vivant en petits groupes, ou, comme dans ce cas, en couple monogame, les chacals dorés sont un autre de ces canidés que la savane africaine accueille. Contrairement aux chiens de meute, ces chiens sont beaucoup plus polyvalents lorsqu'il s'agit de s'alimenter et peuvent, si la situation l'exige, consommer des fruits et même des herbes, en bons omnivores. Bien sûr, ce sera toujours une mesure de survie extrême, et tant que l'abondance des proies le permettra, ce chien habile restera toujours fidèle à un régime carnivore. Comme ils n'ont pas tendance à vivre en groupe aussi grand que leurs parents éloignés, les chiens sauvages, l'essentiel du régime alimentaire du chacal est basé sur des proies de taille moyenne et petite, sans même envisager de chasser un énorme gnou ou un zèbre colossal. Souvent la nuit, des couples de ces canidés partent à la chasse, devenant le fléau des nombreuses colonies de rongeurs qui se sont installées dans ce qui, jusque-là, était un foyer accueillant. S'appuyant sur son ouïe si précieuse, le chien parvient à localiser ces colonies de souris rayées, de rats des champs et de rats rasés, qu'il extermine sans hésiter par sa morsure féroce. Mais le couple de chacals n'aura pas toujours la chance de trouver ces colonies abondantes qui constituent une source de nourriture presque infinie, de sorte que les canidés devront chercher de la nourriture ailleurs. C'est à ce moment-là que les insectes comme les coléoptères, les sauterelles et autres invertébrés doivent s'inquiéter d'être dans le viseur de ce chasseur expert. Bien que sa petite taille l'empêche de chasser les grands ongulés, le chacal ingénieux sait bien que ces herbivores sont au plus fort de leur saison de reproduction, alors des dizaines de jeunes inondent l'habitat environnant. Et avec autant de petits sans défense qui envahissent la savane, il ne faut pas longtemps à ce carnivore vorace pour jeter son dévolu sur l'un d'entre eux. Même si le veau peut paraître complètement inoffensif, ces chasses représentent un danger potentiellement mortel. Car les grosses femelles ne seront pas très contentes de la présence d'un chasseur traquant leur veau, et le canidé risque de recevoir un coup de pied puissant directement dans le crâne qui l'empêchera même d'essayer de s'approcher des impalas. La clé du succès dans cet acte d'infanticide est de se cacher à une distance sûre et d'attendre le bon moment pour prendre la progéniture. Même si la mère reste toujours vigilante, tôt ou tard elle devra succomber à la tentation des pâturages plus verts à l'horizon, où le chacal intelligent verra son opportunité et s'emparera d'une jeune proie avec un minimum d'effort. Conscient que ces actions éveilleront une soif de vengeance chez les ongulés, le chacal doré s'enfuit rapidement dans les buissons, vers un endroit où l'épaisse végétation fournira une couverture pour dévorer sa proie sans défense. Présentant peut-être l'une des scènes les plus brutales de toute la nature, alors que le chien éviscère le veau d'un jour, une mère inquiète recherche sa progéniture, voulant éviter de penser au pire. Alors que les jours passent, et que tout ce qui reste de la chair tendre du petit ongulé n'est que des souvenirs, le chacal part à la recherche de nouvelles proies. Comme toute nouvelle approche des troupeaux d'impalas serait extrêmement risquée, ce carnivore doit trouver une autre source de nourriture. Et là, au loin, une meute de lions traquant leur proie est un présage plus que fiable de charogne. Alors que ces chats sauvages chassent un buffle géant, le chacal doré attend patiemment que les chasseurs satisfassent sa faim. Parce que la proie est si vaste, même ces carnivores affamés ne pourront pas la terminer, le chien aura donc inévitablement l'occasion d'en prendre une part. Bien que pour d'autres carnivores, s'approcher de la proie des rois de la savane déclencherait immédiatement un combat féroce, les chacals dorés ont la chance de ne pas être considérés comme une menace par les lions. Donc tant qu'ils restent à l'écart, ils peuvent même s'approcher de la proie et en prendre un morceau savoureux. Bien qu'avec les lions dans la région, très peu d'autres charognards oseront tenter de prendre une part du festin, avec le départ des félins,
la carcasse sera immédiatement remplie de corbeaux et de hyènes. Alors que les canidés sont capables de faire fuir les corbeaux, face aux hyènes, leurs chances de survie sont limitées. Ils préfèrent donc éviter les conflits et fuir, avant qu'avec l'arrivée de plus en plus d'hyènes, au lieu d'être des charognards, ils ne deviennent des charognards. Alors que le chacal doré prudent s'éloigne des restes du buffle africain, à l'autre bout de la planète, à l'extrême sud du monde, là où l'Australie sauvage se dresse comme un royaume sauvage où la loi du plus fort est parfaitement appliquée, un dingo patient attend le bon moment pour dévorer un petit lapin qui se délecte d'un bouquet d'herbes nutritives. Pesant jusqu'à 25 kg, avec de grandes pattes et un corps robuste, la supériorité physique du dingo est incontestable par rapport à ses minuscules proies. Cependant, ce chien sait qu'il doit être furtif s'il ne veut pas que le lapin sans défense s'échappe. Cachant sa présence grâce à la végétation dense, ainsi qu'à sa fourrure au ton brun et roux clair, le canidé, avec une posture basse, se rapproche au plus près du mammifère avant de finalement lancer une charge rapide. Avec une foulée puissante et un corps agile, le dingo peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 60 km/h. Assez pour pouvoir délivrer sa morsure acérée à tout petit mammifère qui tombe en disgrâce aux yeux de ce chien féroce. Le lapin étant désormais maîtrisé entre ses pattes, ce chien sauvage s'empresse de lui porter le coup final en le mordant directement au cou. Bien que très capables de mener des chasses solitaires efficaces, ces carnivores font leur meilleure démonstration de prédation et de domination lors de chasses collectives auxquelles participent des meutes comptant jusqu'à une douzaine d'individus. Bien sûr, avec autant de bouches à nourrir, la cible ne sera pas exactement un petit lapin. Grâce à leur odorat très développé, les canidés peuvent détecter l'odeur d'un jeune kangourou à plusieurs kilomètres de distance. Bien qu'un kangourou soit un rival redoutable pour l'un de ses chiens, lorsqu'il s'agit d'une meute entière, les chances de survie du marsupial sont, pour le moins, limitées. Alors que la piste du mammifère se rapproche, le troupeau planifie rapidement sa stratégie et le groupe se disperse à travers la plaine pour la mettre en action. Contrairement aux chasses en solitaire, où le chien s'approche de sa proie avec une furtivité extrême et la traque pendant des heures, attendant le bon moment pour attaquer, lorsqu'une meute entière traque une grande proie, la prudence passe au second plan. Car la supériorité numérique fait pencher la balance en faveur des carnivores. Après avoir repéré un kangourou robuste à l'horizon, une partie de la meute, sans aucune hésitation, court directement vers le marsupial, qui sait parfaitement ce qui l'attend s'il se laisse attraper par les canidés. Dans une course rapide pouvant atteindre 70 km/h, le kangourou entame une fuite rapide, espérant se libérer de la proie de cette meute affamée. Ce que l'herbivore n'avait pas prévu, c'est que d'autres canidés se joignaient à la poursuite, qui dans le cadre de leur stratégie de chasse, avaient encerclé leur proie, créant un encerclement imprenable. Cependant, même avec un énorme avantage numérique, le meilleur conseil au dingo est de rester loin de ce mammifère robuste, car, avec ses pattes puissantes, un seul coup de ce mammifère musclé pourrait coûter la vie à l'un des chiens sauvages. Dans cette optique, la meute choisit de continuer à le traquer sur plusieurs kilomètres, jusqu'à ce que la fatigue fasse le travail à leur place. Après une course marathon pour sa vie, victime d'épuisement et de morsures rapides aux pattes, le kangourou tombe au milieu de la savane, et la meute arrive bientôt sur lui pour lui infliger une mort atroce. Immédiatement, l'un des chiens se jette sur le cou du marsupial épuisé et, avec sa puissante morsure, lui serre la trachée jusqu'à ce que le mammifère reste sans vie sur le sol. Après cette poursuite très exigeante, le reste de la meute arrive bientôt et le carnage commence, dans lequel chaque canidé va manger jusqu'à être gavé. Bien entendu, lors de ces banquets, le mâle dominant se sert lui-même les meilleures portions de la proie. Mais étant donné l'ampleur de la chasse, aucun des individus aux niveaux inférieurs de la hiérarchie ne souffre de la faim. Bien que très satisfait d'avoir chassé avec succès le kangourou,
l'odeur enivrante de la viande fraîche pourrait attirer des visiteurs inattendus sur leur territoire, auxquels la meute de dingos n'hésitera pas à répondre avec une violence extrême. Bien que chaque meute contrôle de vastes territoires allant jusqu'à 300 km², les affrontements entre meutes rivales sont plus que routiniers. Pour eux, le point de friction peut aller de la lutte pour une proie à la compétition pour l'accès aux femelles. Contrairement aux combats entre autres espèces de canidés, où les blessures graves sont très rares, dans le monde hostile des dingos, il n'y a pas d'autre moyen de se battre qu'un duel à mort. Avant le début du combat physique, les deux meutes émettront des hurlements et des vocalisations bruyants qui chercheront à intimider leurs rivaux. De même, le marquage territorial intensifié est un comportement courant pour réaffirmer les limites des territoires contestés. Une fois ce rituel d'intimidation terminé, les chiens sauvages entameront un combat sanglant dans lequel morsures, luttes et poursuites seront omniprésentes. Après une confrontation brève mais intense, l'une des deux meutes, généralement la plus blessée, décide de faire une retraite stratégique, abandonnant une partie de son territoire et regardant les chiens rivaux prendre le contrôle de son domaine. Quittant l'Australie sauvage, traversant le Pacifique et pénétrant aux confins de la Terre dans la riche biodiversité de la Patagonie, le renard gris d'Amérique du Sud est un autre de ces canidés qui fera tout ce qu'il faut pour assurer sa survie, même en habitant un écosystème loin d'être hospitalier comme la steppe patagonienne. Bien que sa petite taille, ne dépassant pas 6 kilos, n'inspire pas vraiment peur, ses talents de chasseur en font l'un des plus grands prédateurs de son habitat au bout du monde. Le renard de Patagonie, également connu sous le nom de renard de Patagonie, démontre toute cette capacité d'adaptation et de survie dans son régime alimentaire très varié, car il est la personnification d'un omnivore parfait. Bien que lorsque le printemps prodigue toute son abondance à l'écosystème patagonien, ce canidé puisse consommer jusqu'à 1/5 de son alimentation en fruits et graines, ce chien sauvage ne cesse jamais d'être un carnivore invétéré qui satisfera l'essentiel de son appétit avec des petits mammifères et des rongeurs très abondants. Au milieu d'une steppe grise de Patagonie, grâce à sa fourrure grisâtre pratique, le canidé devient presque invisible même au sens aigu de sa proie. Observant attentivement l'horizon, le petit chien guette le moindre signe d'une colonie de rongeurs. Lorsqu'il ne peut rien repérer à des kilomètres à la ronde, il dispose toujours de son odorat polyvalent qui l'aide à percevoir l'odeur caractéristique de sa petite proie. Maintenant, avec au moins une vague idée de l'endroit où se trouve sa nourriture, le renard rusé se déplace rapidement vers l'endroit et, une fois qu'il est proche, son ouïe fine est l'outil parfait pour trouver l'endroit exact où il doit effectuer son raid souterrain. Après avoir marqué l'emplacement de sa fouille à l'aide de ses griffes acérées, ce chien féroce creuse à une vitesse impressionnante, surprenant des dizaines, voire des centaines de rongeurs qui se croyaient immunisés contre une attaque de ce prédateur redouté. Les rongeurs étant acculés, ce n'est qu'une question de temps avant que le carnivore ne les attrape avec ses griffes acérées et ne les enfourne dans son estomac. Bien que les capacités de chasse du renard gris pour les rongeurs sans défense soient vraiment impressionnantes, ces vastes colonies ne sont pas la seule source de nourriture offerte par l'infinie biodiversité de la Patagonie. Bien qu'ils puissent impliquer un degré de difficulté beaucoup plus élevé, les espèces d'oiseaux terrestres tels que les inambus, les perdrix et les cygnes à cou noir font également partie du régime alimentaire varié de cet omnivore insatiable. Puisqu'un seul faux pas peut envoyer sa proie voler, le renard audacieux essaie toujours de s'approcher le plus furtivement possible. Alors que le petit oiseau reste inconscient de ce qui semble être une mort certaine, le canidé s'approche lentement, superposant la prudence à la hâte. La proie étant désormais à portée de main, et avec le danger qu'elle ouvre ses ailes à tout moment et s'envole rapidement dans le ciel, le chien n'hésite pas et se lance sur l'oiseau avec sa morsure redoutée. Presque immédiatement, sans offrir la moindre résistance, l'oiseau est dévoré par le prédateur agile, qui le dévore bientôt. Par un caprice de la nature, tout comme ce chien éventre l'oiseau, c'est parfois le petit renard gris d'Amérique du Sud qui devient la proie d'un canidé plus robuste.
Alors que son territoire chevauche celui du redoutable renard culpéo, la vie du plus petit canidé est en danger. Bien que le renard gris essaiera toujours d'éviter une confrontation directe avec le carnivore le plus féroce, cette bête au-dessus de lui dans la chaîne alimentaire n'hésitera pas à éliminer à la racine ce qui pourrait être une concurrence directe pour les proies. Et, sans la moindre possibilité de se défendre, dans ces rencontres, le canidé gris en tire généralement le meilleur parti. Mais le renard culpéo n'est pas le seul grand canidé présent dans la nature sud-américaine. Bien plus au nord, là où la steppe patagonienne se transforme en une plaine tropicale fertile. Au cœur du Brésil, le plus grand canidé de tout le sous-continent marche froid et sauvage, attendant patiemment de dévorer sa prochaine proie. Le loup à crinière, également connu sous le nom de loup à crinière, est peut-être l'une des espèces les plus majestueuses de toute la famille des canidés. Avec sa longue fourrure épaisse, rouge orangé, recouvrant tout son corps et sa crinière captivante autour de son cou, ce chien sauvage saisissant se distingue de ses parents peut-être plus discrets, comme le renard gris d'Amérique du Sud. Avec un nom qui signifie grand renard en langue guarani, il est facile de deviner que ce canidé n'est pas particulièrement petit. Ses presque 1,5 m de longueur, sans compter sa queue, ainsi que son poids de plus de 40 kg, en font un véritable colosse parmi les canidés. En plus de sa silhouette déjà corpulente, son pelage touffu le fait paraître encore plus grand. En marchant dans la végétation dense de la plaine tropicale, de longues jambes allant jusqu'à 75 cm sont parfaites pour se tenir debout même sur les hautes herbes. Alors que ses parents éloignés comme les loups gris et les dingos préfèrent chasser en meute coordonnée, le majestueux loup à crinière préfère traquer sa proie complètement seul. Malgré sa taille corporelle impressionnante qui semble être une indication claire d'un régime extrêmement carnivore, le loup à crinière est omnivore, mais l'essentiel de son alimentation se compose de fruits tels que le goji et de racines tendres. Cependant, si un petit animal proie commet la grave erreur d'envahir son territoire, ce chien habile n'hésitera pas à l'intégrer à son régime alimentaire. Grâce à ses oreilles géantes et mobiles, le chien peut localiser même le rongeur le plus silencieux dans l'herbe épaisse. En trouvant le terrier, le prédateur utilise l'une de ses longues pattes avant pour frapper le sol avec une grande force, forçant les rongeurs à partir en prévision de l'effondrement imminent de leur abri qu'il vient de provoquer. Malgré ses membres proéminents, le loup à crinière est incapable de creuser des terriers. Il doit donc se limiter à forcer les petits mammifères à évacuer. Dès que la petite proie sort de sa tanière, le chien agile la capture d'une seule morsure, l'avalant aussitôt. Contrairement aux autres canidés, le loup à crinière ne poursuit généralement pas ses proies, mais a plutôt tendance à lancer des attaques fugaces au cours desquelles il attrape des cochons d'Inde et des rats en un seul bond. Alors que certains loups à crinière passent leur vie à errer dans les sous-bois denses en toute solitude, d'autres ont la chance de trouver la compagnie d'une femelle fidèle, qui sera avec eux toute leur vie. En plus des avantages reproductifs que cela implique, le couple de canidés possède une supériorité significative dans les tâches de chasse, étant capable de capturer des proies plus grosses et de protéger son territoire. Atteignant de vastes zones allant jusqu'à 25 km², ces chiens sauvages sont attentifs à l'intrusion de tout autre canidé qui ose envahir leur domaine. Pour maintenir une communication constante, même lorsqu'ils voyagent sur de plus grandes distances, les loups à crinière émettent des hurlements graves et rauques qui peuvent résonner à travers les plaines sur des kilomètres à la ronde. Lorsqu'un congénère solitaire envahit le territoire du couple, les deux chiens se précipitent pour affronter l'étranger. L'un des premiers signes avant-coureurs d'un couple territorial sera d'ébouriffer la fourrure de son dos et de sa crinière pour paraître plus grand. Cela sera suivi de hurlements bruyants cherchant à amener l'intrus à s'identifier, ainsi qu'à essayer de le dissuader de poursuivre son attaque. Habituellement, lorsque l'étranger est confronté à un couple, il se rend compte de sa grave erreur et décide de se retirer immédiatement,
accordant plus d'importance à sa survie qu'à l'expansion de son territoire. Cependant, lorsqu'un mâle solitaire est trouvé de l'autre côté et que la récompense est une terre avec des ressources abondantes, le challenger n'hésitera pas à initier un combat physique dans lequel les morsures puissantes et les fortes poussées seront impitoyables. Souvent, après quelques morsures directes au dos et au visage, l'un des deux canidés, dès qu'il voit l'occasion, s'en va, laissant son adversaire aux commandes du territoire disputé. Bien que l'apparition d'un autre mâle difficile à l'horizon puisse constituer un défi important pour leur mode de vie solitaire et insaisissable, pour le loup à crinière, rien n'est plus menaçant que de tomber dans la ligne de mire des prédateurs au sommet de leur écosystème isolé. Dans un habitat où pumas et jaguars peuvent surgir de nulle part, ce canidé, désormais du côté de la proie, doit rester vigilant à l'incursion de tout félin dans son domaine. Dès que ces prédateurs sanguinaires envahissent leur terre, le chien, beaucoup moins féroce, n'hésite pas et s'enfuit, terrorisé, pour se réfugier parmi l'épaisse végétation. Tout comme le loup à crinière rusée sait ce que signifie vivre dans un écosystème rempli de puissants prédateurs, tout en parvenant à trouver une place dans la délicate chaîne alimentaire tropicale à l'autre bout de la planète, parmi le paysage verdoyant des forêts infinies du sud de la Chine, le dhole, expert en survie, sait parfaitement ce que signifie devoir affronter de puissants chasseurs sauvages désireux d'en faire leur proie. Pesant jusqu'à 23 kg, avec un pelage rougeâtre frappant et une queue noirâtre, ainsi que des oreilles arrondies caractéristiques, le soi-disant chien sauvage d'Asie est l'un des canidés les plus majestueux que le Créateur ait jamais donné vie. Cependant, bien qu'il soit l'une des merveilles de la création de la nature, ces chiens sauvages ont le très lourd fardeau d'habiter le même écosystème que le plus grand félin du monde, le tigre. Cependant, ce canidé ne vit pas seul car il est très sociable et vit en grande meute pouvant compter jusqu'à plusieurs dizaines d'individus. C'est à ce moment-là que même un tigre géant d'Asie réfléchit à 2 fois avant de s'immiscer dans une grande meute de chiens sauvages africains. À d'innombrables reprises, ces canidés parviennent à effrayer un tigre vorace qui, se voyant largement dépassé en nombre, préfère éviter d'avoir à affronter des dizaines de chiens agressifs. Ayant accompli l'exploit de repousser un prédateur plus de 15 fois plus gros que lui, le clan renforce encore son unité en tant que groupe, démontrant qu'ensemble, ils sont capables de combattre toute menace qui pourrait menacer leur survie. Les dholes sont encore plus sociaux que les loups gris, vivant dans des clans très unis où le groupe prend soin de chaque individu de manière égale. Bien qu'il existe une hiérarchie dans laquelle un alpha se tient comme chef du clan, il n'exerce pas de domination significative sur ses subordonnés et c'est presque une position honorifique. Bien qu'ils restent très unis lorsqu'ils se défendent contre une menace potentielle comme un énorme tigre de Sibérie, quand vient le temps de chasser, le clan se divise en petits groupes pouvant compter jusqu'à 5 individus. Cette fragmentation du clan en petites équipes de chasse leur permet d'être plus efficaces dans la poursuite de leur proie à travers la végétation accidentée de leur habitat, ainsi que de permettre une communication plus efficace entre les chasseurs. Étant donné que ces canidés sont en contact permanent avec leurs compagnons de meute lors des poursuites par le biais de cris, de sifflements et d'autres sons, essayer de coordonner une chasse avec jusqu'à 40 chiens sauvages est une mission presque impossible. Des groupes de chasse plus petits permettent également aux chiens d'agir de manière plus furtive, sans risquer de révéler leur position avant l'attaque. Les petits groupes étant désormais répartis sur leur territoire, chaque groupe recherche avec impatience sa proie. Les principales cibles de chasse de ces chiens seront les ongulés de taille moyenne tels que les cerfs, les sangliers ou les jeunes buffles d'eau. Lorsqu'ils repèrent leur proie au loin, tels des stratèges ingénieux,
les dholes planifient chaque détail de leur chasse avant même de commencer la poursuite. Avec un troupeau de cerfs à l'horizon, ces carnivores habiles préféreront toujours concentrer leur attention sur les jeunes cerfs malades, car ils n'offriront presque aucune résistance à l'attaque de la meute. Avec un plan élaboré en place, les chiens sauvages commencent l'embuscade en courant à toute vitesse vers leur proie. Bien sûr, l'apparition de ces carnivores sur la scène crée un chaos sans précédent, où chaque cerf est confronté à une course pour sa vie. Cependant, avec leur objectif bien défini, les chiens ne se laissent pas distraire et continuent ce qui n'est que le début d'une très longue poursuite à travers le biome accidenté. Au fur et à mesure que la poursuite progresse, le cerf terrifié voit de plus en plus de carnivores, attentifs aux flancs, se joindre à sa capture, empêchant toute fuite possible. Avec toute la meute à ses trousses, le cerf paniqué trébuche inévitablement sur le terrain accidenté de la forêt, et les canidés profitent de l'occasion pour lui infliger quelques morsures douloureuses. Bien qu'il n'ait pas une mâchoire aussi grande que celle des autres prédateurs, leurs morsures rapides et répétitives peuvent provoquer des blessures douloureuses qui immobilisent leur proie. L'ongulé, épuisé après une course infructueuse pour sa vie, et souffrant de blessures importantes dues à des morsures répétées sur ses membres, ne peut continuer et se rend à ceux qui seront les auteurs de sa mort. Contrairement à d'autres prédateurs qui tuent leur proie en leur délivrant une puissante morsure directement dans la trachée, les étouffant jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent, les dholes préfèrent attaquer directement le ventre, où se trouvent les organes vitaux de leur proie. Ce n'est qu'après plusieurs morsures et une perte de sang considérable que l'herbivore met fin à ses souffrances et que les canidés ont obtenu un repas assez copieux qu'ils dévoreront bientôt jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Le ventre plein, le groupe de chasseurs retournera à la sécurité du clan, où ils espèrent que leurs camarades du groupe auront eu la même chance. Alors que les dholes se rassemblent avec leur grand clan non loin de ce coin de l'écosystème dynamique du sud de la Chine continentale, le chien vivérin préfère vivre dans une solitude totale. Ne pesant pas plus de 10 kg et mesurant au maximum seulement 70 cm, ce minuscule canidé est probablement l'une des espèces que l'on s'attendrait le moins à trouver dans un écosystème où les dholes, les loups, les léopards, les tigres et même les grands pythons se battent pour leur proie. Il ne faut cependant pas se laisser tromper par sa taille compacte, car ce qui semble être un chien timide, lorsqu'il chasse, devient le bourreau de centaines, voire de milliers, de rongeurs sans défense. Grâce à son odorat très développé, le chien vivérin peut détecter la moindre odeur émanant du sous-sol, de sorte qu'aucune colonie de rongeurs n'est à l'abri de sa morsure impitoyable. Grâce à ses capacités de creusement développées, une fois certain de l'existence d'un terrier sous ses pattes, le canidé confirme rapidement ses soupçons en creusant rapidement vers ce qui était jusqu'à récemment le lieu de repos temporaire de certains rongeurs et qui est maintenant sur le point de devenir son lieu de repos éternel. En plus d'être un expert dans la chasse aux rongeurs, le petit chien vivérin ne terrorise pas seulement les rats de bambou, les mulots ou les écureuils. Il dévorera toute proie qu'il rencontrera sans la moindre hésitation. Dans cette démonstration claire de ce qu'est un régime omnivore, le petit canidé chasse des oiseaux, des poissons, des reptiles, des invertébrés et même des amphibiens. Dans le cas de ce dernier, le chien vivérin polyvalent se nourrit calmement de proies qui peuvent même tuer d'autres carnivores. Grâce à sa production de salive très élevée, ce canidé ingénieux est capable de dévorer même des amphibiens très dangereux comme le crapaud asiatique commun, une espèce pleine de toxines nocives. En plus de chasser seul, le chien vivérin astucieux n'hésitera pas à profiter d'une charogne juteuse à proximité de son habitat. Ce même sens aigu de l'odorat qui le conduit à localiser les rongeurs le guide cette fois vers ce qui semble être les restes d'un cerf presque entièrement dévoré par des dholes. Mais loin de faire preuve de prétention, ce chien aux allures de mustélidé, sans hésiter,
finira par dévorer ce qui reste du cerf, car, au milieu d'un écosystème aussi exigeant que celui-ci, même quelques grammes de viande sont de la nourriture qui ne peut être gaspillée. Bien qu'il soit un herbivore polyvalent capable de dévorer des fruits, des champignons ou des racines à cette période de l'année, le petit chien vivérin ne veut rien avoir à faire avec d'autres nourritures que de la viande. Alors que l'hiver se rapproche de plus en plus de son habitat déjà hostile et étant le seul canidé capable d'hiberner, cet ingénieux mammifère prépare ses réserves de graisse pour pouvoir résister à l'hostilité des basses températures. Alors que la neige tombe lentement du ciel, cet admirable survivant se réfugie dans son terrier, d'où il ne sortira que lorsque la neige impitoyable aura disparu. Pour l'instant, ce chien habile s'enfonce dans un sommeil profond, espérant se réveiller au printemps, après avoir surmonté une saison avec des défis importants pour sa survie. Malheureusement, les plus grandes menaces pour la survie du petit chien vivérin, ainsi que pour la grande majorité des canidés, ne viennent pas de la nature. Aujourd'hui, toutes les espèces de canidés sauvages sont gravement affectées par l'intervention humaine dans leurs écosystèmes. Dans l'Alaska glacial, loin des basses températures et de la concurrence féroce pour les proies, les loups gris, les coyotes et les renards sont en danger en raison de la chasse à crue, une pratique répandue dans la région où ces canidés majestueux font les frais de la chasse, périssant aux mains de chasseurs impitoyables. Même la savane africaine, inhospitalière, est devenue, année après année, moins accueillante pour ses habitants sauvages en raison de l'intervention humaine. Pour les meutes de Lycaon, la fragmentation de l'habitat résultant de l'agriculture et de l'élevage extensif a accru les conflits avec les humains et isole de plus en plus ces populations canines. Selon les estimations actuelles, il ne resterait aujourd'hui qu'environ 6000 spécimens dans la nature, ce qui classe l'espèce comme étant en voie de disparition. Pour les dingos, la situation n'est pas très différente. Ces chiens australiens robustes sont systématiquement persécutés, chassés, empoisonnés et piégés, car ils sont considérés comme un danger pour les activités agricoles. De plus de 5000 km de long qui traversent le sud-est de l'Australie ont également eu des effets néfastes sur la fragmentation des populations de ces chiens majestueux. Les loups à crinière et les loups gris d'Amérique du Sud ne sont pas à l'abri de cette situation décourageante, car leur survie est menacée par les activités humaines. L'expansion des établissements humains ainsi que l'essor de la chasse ont contribué à ce que le plus grand canidé sauvage du continent soit désormais considéré comme quasi menacé. Ce qui soulève de nouveaux doutes quant à la survie de l'espèce. Malgré les nombreux défis, il y a encore de l'espoir. Chacune de ces espèces de canidés s'est avérée capable de survivre aux conditions de vie les plus hostiles. Grâce à notre soutien, il est donc possible de les sauver de l'extinction et de préserver leur mode de vie sauvage. Les canidés jouent un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire en contrôlant la propagation des parasites, leur survie étant extrêmement importante pour la préservation des écosystèmes et l'équilibre délicat de la faune. Avez-vous été enchanté par cette histoire de meutes féroces et de canidés solitaires rusés? N'oubliez pas de laisser votre like et de commenter votre espèce animale préférée. Êtes-vous intéressé à soutenir la conservation des canidés sauvages? Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis et de plus en plus de personnes rejoindront cette noble cause dans la lutte contre l'extinction. De plus, si vous souhaitez voir nos prochaines premières vidéos, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche de notification. Sans plus tarder, on se retrouve la prochaine fois avec d'autres histoires de prédateurs redoutables, de proies rusées et surtout de vie sauvage.